J'ai un peu la pression pour cette vidéo, puisque quand je vous ai demandé il y a quelques semaines de quelle femme artiste vous vouliez qu'on parle en priorité, c'est le nom de Diane Arbus qui est le plus revenu. Donc je sais que vous êtes nombreux à la connaître, nombreux à l'apprécier, et j'espère que je vais faire honneur à la favorite de cette communauté avec cette vidéo. Les photos de Diane Arbus, c'est des photos qu'on connaît tous, directement ou indirectement, puisqu'elles ont marqué la culture. Le meilleur exemple, ça reste les jumelles de Shining de Stanley Kubrick, qui sont inspirées d'une photo de Diane Arbus. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'elle ait autant marqué la culture qu'elle a eu que 15 ans de carrière, ce qui est quand même très court pour marquer l'histoire à ce point. Donc la fascination pour Diane Arbus, elle tient peut-être en partie à sa personnalité. C'est vraiment la figure parfaite de l'artiste maudit, de l'artiste incompris. Elle est née dans une famille extrêmement riche puisque ses parents avaient un immense magasin sur la 5e avenue. Donc elle a grandi dans un appartement de 14 pièces, mais avec un père absent, absorbé par son travail, une mère dépressive et une nounou française qui l'a en fait élevée, qu'elle décrit comme ayant toujours l'air de porter un secret terrible qu'elle ne dira jamais à personne. Elle tombe amoureuse à 14 ans d'un garçon qui a 50 plus qu'elle, qui est photographe. Ses parents, sans trop de surprise, s'opposent à la relation, mais elle va continuer à le voir en secret et elle va tomber amoureuse à la fois de lui et de la photographie. Juste après ses 18 ans, elle va se marier avec lui, juste avant qu'il parte pour la guerre. Avant même qu'ils reviennent de la guerre, ils ont déjà une fille, Dune. Une fois qu'il est revenu, ils vont monter ensemble une entreprise de photographie commerciale. Ils vont avoir énormément de succès, ils vont bosser pour Vogue, pour Glamour, pour tous les magazines de mode. Ils vont avoir une deuxième fille, mais en fait, leur vie de couple ne sera pas si idyllique puisque Diane Arbus était probablement bipolaire. Et dans les lettres qu'elle écrit, elle décrit des changements d'humeur hyper brusques et hyper violents. Par ailleurs, elle déteste le monde de la mode qu'elle trouve fake, qu'elle trouve superficiel. Une haine pour le milieu de la mode qui va aller grandissant jusqu'au point où elle va décider de totalement quitter le milieu, d'abandonner le business qu'elle a monté avec son mari et de se consacrer uniquement à la photographie, à son art en 1956. Mais en bonne artiste maudite, elle ne va évidemment pas être reconnue de son vivant puisqu'on est à une période où en fait la photographie c'est soit de la photographie commerciale pour illustrer les magazines de mode, soit de la photographie documentaire, du photojournalisme, donc réservée à des commandes par des magazines. Or ce qu'il y a d'assez exceptionnel avec Diane Arbus, c'est qu'elle va réellement utiliser la photographie comme un art en soi pour soi, elle va suivre sa propre démarche, ses propres recherches, ses propres séries. Il n'y avait aucun marché pour ce type d'œuvre. La photographie n'étant pas encore considérée véritablement comme un art. Donc elle va avoir des problèmes d'argent toute sa vie, elle va continuer à avoir de gros problèmes de santé mentale, jusqu'à son suicide très violent en 1971, qui met fin à une carrière éclair, mais qui, comme on l'a dit, va marquer le monde de la photographie et de l'art de façon générale, puisque dès l'année suivante, elle sera la première photographe que les États-Unis vont décider d'exposer à la Biennale de Venise. Ce sera aussi la première photographe à figurer dans Art Forum, qui est la revue d'art de référence. Le statut de légende de Diane Arbus est donc très probablement dû en partie à cette vie dramatique et passionnante, mais bien évidemment bien plus qu'à sa personnalité, qu'à sa figure. C'est à ses photographies qu'on doit la légende de Diane Arbus. Ça n'a pas été facile pour Diane Arbus de déterminer ce qu'elle voulait photographier. Quand elle abandonne la photo de mode, elle va se tourner vers Lisette Model, dont on a parlé la semaine dernière, avec qui elle va prendre des cours, et ça va être absolument déterminant puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on considère que la carrière de Diane Arbus en tant que photographe commence réellement. Mais elle va avoir du mal à définir justement ce qui est son sujet au début de ses cours, à tel point que Lisette Model raconte que Diane Arbus est venue la voir au début de sa formation en lui disant qu'en fait elle ne pouvait pas devenir photographe parce que ce qu'elle voulait prendre en photo ne pouvait pas être photographié. Et Diane Arbus, n'arrivant pas à mettre les mots sur ce que c'était cette chose qu'elle voulait prendre en photo, Lisette Model l'a renvoyée chez elle en lui disant « Écoute, tu réfléchis à ce que tu veux prendre en photo et tu reviendras ». Et Diane Arbus est revenue quelques jours plus tard en lui disant « J'ai compris ce que je voulais photographier, c'est the evil, donc le mal ». Donc il y a eu pas mal d'interprétations sur ce terme evil. Sa fille Dune dit qu'il faut le comprendre comme les choses qui sont trop dangereuses, les choses qui font trop peur à regarder, qui sont trop laides à regarder. Et effectivement, Diane Arbus va aller photographier des personnes dont on nous a toujours appris qu'il fallait détourner le regard. Donc des freaks, des phénomènes de foire, des handicapés mentaux. Et ces personnes, donc non seulement on peut les fixer, les observer, mais ce qu'il y a de particulièrement fascinant dans les photos de Diane Arbus, c'est qu'ils nous regardent aussi. Donc ça crée cette forme de malaise, et Diane Arbus disait qu'elle travaillait à partir du malaise. Mais non seulement elle va réussir à rendre tout ce qui est étrange, particulier, presque familier, ou en tout cas
nous forcer à essayer de le considérer comme familier. Elle va aussi réussir à rendre ce qu'on considère comme parfaitement banal, parfaitement familier, elle va réussir à le rendre inquiétant, étrange, presque désespéré. Par exemple, quand elle photographie un petit garçon qui joue, on va y voir toute le cruauté, le désespoir, la folie qu'il peut y avoir dans l'enfance. Et même quand elle photographie des femmes bien sous tout rapport de la haute société, on voit dans leurs yeux toute la solitude, tout le désespoir du monde. Il y a une citation de Diane Arbus qui a été un peu comme une révélation pour moi, pour comprendre toute son œuvre. En fait, elle dit qu'il y a des particularités physiques, il y a aussi les particularités qu'on se crée nous-mêmes, toute l'attitude qu'on a, tout ce qu'on montre au monde et qu'on fait pour donner une impression de nous-mêmes, pour véhiculer l'identité qu'on voudrait que les autres aient de nous. Et elle dit qu'il y a toujours un décalage entre cette intention qu'on a en se montrant au public et l'effet qu'elle fait. Il y a toujours un décalage entre l'image qu'on aimerait donner et l'image perçue par le reste du monde, et c'est sur ça qu'elle va travailler, sur la richesse infinie de chaque être humain, les multiples identités qu'il peut avoir, celles qu'il a, celles qu'il veut montrer, celles qu'on perçoit, et toutes les nuances entre. Et effectivement, c'est ce qu'on voit dans toutes les photos de Diane Arbus, par exemple, celle des femmes extrêmement coquettes. Donc on voit effectivement l'effet qui a voulu être fait, l'image que ces femmes voulaient envoyer, et la perception que nous, en tant que spectateurs, on peut en avoir. C'est la même chose avec les drag queens, c'est la même chose avec, par exemple, je pense à ce jeune homme qu'elle a pris en photo dans une manifestation pro-Vietnam, ce jeune homme avec un badge bombe Hanoï. Il y a, je pense, là encore, un grand choc entre la perception que ce jeune homme a de lui-même et celle que nous, on peut avoir de lui. Elle arrive à révéler le potentiel romanesque, le potentiel légendaire de ces sujets, de ces modèles et des moments qu'elle photographie. Et cette qualité légendaire, c'est ce qu'elle va chercher dans toutes ses photographies, et particulièrement dans sa toute dernière série, qui est une des plus belles, une des plus fascinantes et qui pose le plus de questions, qui est une série qu'elle a fait dans des établissements pour les personnes handicapées mentalement. Une série de photos qu'elle a fait surtout au moment de ces cérémonies, les fêtes d'Halloween, les grands pique-niques de l'été. Et contrairement aux photojournalistes jusque-là, elle va photographier ces personnes handicapées, non pas dans le but de montrer la façon dont ils vivent, les institutions dans lesquelles ils sont gardés, enfermés, mais elle va les photographier généralement heureux et dans des paysages idylliques, et du fait qu'ils soient costumés ou réunis pour des occasions de fête, ça crée des images extrêmement étranges qui relèvent effectivement du fantastique, de la légende, et elle le disait, ces personnes ont quelque chose d'une créature fantastique qu'on croiserait pendant une quête et qui nous demanderait de résoudre une énigme pour continuer notre chemin.